Tout est fin prêt pour le démarrage au début mars de la construction de l'usine de raffinage de l'or au Mali. Elle sera située dans la zone aéroportuaire sur une parcelle de 7 hectares. La signature de la convention de l'affectation de la parcelle a eu lieu cet après-midi. La nouvelle a fait le tour du monde ce matin. Le pape Benoît XVI a annoncé sa démission pour le 28 février prochain. Il estime que ses forces et son âge sont incompatibles avec ses fonctions. Dans ce journal, nous écouterons la réaction de l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, suite à cette démission. Notre page santé s'intéresse au glaucome, cette infection grave du nerf optique qui peut conduire à la cécité. Elle est considérée comme une maladie insidieuse qui se détecte généralement par un pur hasard. Nos aigles sont rentrés ce matin à Bamako. Les médaillés de bronze de la CAN 2013 ont été accueillis par les membres du gouvernement dans la joie. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de France au Mali, Christian Rouillet, est venu échanger avec le professeur Diankouna Traoré sur l'intervention de la France dans notre pays depuis plus d'un mois. Pour le diplomate, le retrait des militaires français de la ligne de front n'est pas encore à l'ordre du jour. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience au micro de Soumaïla Berti. L'objet de la rencontre d'aujourd'hui, en présence des autorités militaires françaises, était de faire le point sur le chemin parcouru au cours du mois écoulé. Vous avez vu vous-même en un mois les progrès effectués sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes à Thessalite, donc vous voyez le chemin parcouru. Il faut maintenant consolider. On a vu avec les événements de Gao du week-end qu'il y avait un certain nombre de précautions qu'il fallait prendre, qu'il fallait se tenir prêt à toute éventualité. Et c'est donc sur toutes ces questions que nous sommes revenus avec le président au cours de l'entretien. J'imagine que vous avez parlé également de l'arrivée des forces maliennes à Kidal et à Thessalite. Nous avons évoqué aussi ces questions. Je crois qu'il y a une question de timing, mais l'objectif est bien que l'autorité malienne soit restaurée sur l'ensemble du territoire. La crise au Mali est entrée dans sa deuxième phase, et notamment pas plus qu'hier. Les djihadistes ont attaqué Gao. Alors, est-ce que la France reste encore sur sa position de retrait en mars prochain? Il n'a jamais été question pour la France de se retirer en mars prochain. Vous savez que les évolutions des effectifs passent parfois par des pics. Il faut aussi relever les unités. Ce qui a été mentionné, c'est qu'il y avait l'amorce d'un retrait en mars au fur et à mesure que la MISMA se déploierait sur le terrain, mais il n'y a pas de retrait français en mars. Et toujours au sujet de la situation du moment, le ministre de la Défense et des anciens combattants a rencontré aujourd'hui la presse. Le général Yamoussa Camara a évoqué la situation des bérets rouges, l'arrivée des militaires maliens à Kidal, ainsi que la prise en charge des troupes étrangères déployées dans notre pays. Le compte-rendu de la conférence de presse, c'est avec Mamari Koni. C'est par certaines mises au point que le ministre de la Défense et des anciens combattants a planté le décor de cette rencontre avec la presse. Le général Yamoussa Camara, qui déclare n'avoir aucun mépris pour la presse nationale, ne comprend pas le peu d'engouement de cette presse. Le conférencier du jour insiste que notre pays n'est pas en guerre, mais en lutte contre le terrorisme. Il faut qu'on martèle devant la communauté internationale que la situation que nous vivons, bien que ce soit une crise majeure, nous ne sommes pas dans un état de guerre. Ce qui autorise l'État malien à traduire tous les prisonniers qu'on va faire sur le champ de théâtre des opérations devant les tribunaux et les condamner conformément aux dispositions de la loi pénale. Comme il fallait s'y attendre, la situation des bérets rouges a été évoquée lors de cette conférence de presse. Pour le ministre, il n'y a pas de divergence entre le département et l'état-major général des armées. La preuve, certains bérets rouges sont chefs d'opération à Gao et à Tombouctou. Pour le général Yamoussa Camara, force doit rester à la discipline militaire. Ils sont plus de 400 à avoir les rejoints. Ceux qui sont restés pour nous, c'est des insurgés. C'est des indisciplinés et ils doivent être traités comme tels.
Quelques chiffres à retenir de cette conférence. Les récents affrontements à Gao ont fait 3 morts et 11 prisonniers côté assaillants et 3 blessés légers parmi les forces armées et de sécurité. Autre sujet évoqué lors de la conférence, la prise en charge des troupes étrangères, le retrait progressif des forces françaises et l'arrivée de l'armée malienne à Kidal. Par rapport à ce dernier point, le conférencier dira que le Mali travaille en concertation avec les troupes françaises et celles de la MISMA. Aucun centimètre carré du territoire national ne sera laissé aux terroristes, a-t-il averti. Et puis, rappelez-vous, il y a 72 heures, le parquet a lancé des mandats d'arrêt nationaux et internationaux contre 28 personnes du MNLA, d'ACMI, d'Ansardine, du Mujiao et des narcotrafiquants. Vous pouvez voir les visages de certains d'entre eux sur ces images, notamment Yad Agali, fondateur d'Ansardine, Algabas Ag Intala du MIA, Ibrahim Ag Mohamed Assaleh du MNLA, Moussa Ag Assarid du MNLA, Bilal Ag Sherif, président du MNLA, Mohamed Ag Najim du MNLA, Oumar Ould Amada d'Ansar Sharia et de Deiti Ag Sidimou, ex-député de Tessalit. Ils sont poursuivis pour terrorisme, sédition, atteinte à la sécurité de l'État, dévastation, pillage public, crime et délits à caractère racial, régionaliste et religieux et trafic de drogue. Parlons à présent de la coopération entre le Mali et la Chine qui se porte bien. Pour renforcer davantage cette coopération, la Chine vient d'offrir des véhicules et des fournitures de bureaux au Mali. Ce don de près de 700 millions de francs CFA permettra de renforcer le parc informatique qui a souffert des événements de mars dernier. La cérémonie de donation a eu lieu cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale suivie par Modibo Mariko. Un nouveau pas de franchi dans la coopération intergouvernementale entre Maliens et Chinois. 80 ordinateurs dont 35 portables, 45 imprimantes, 10 scanners et 5 projecteurs constituent ainsi la première partie d'un lot de matériel de bureau et de véhicules d'une valeur de 10 millions de yuan, soit environ 700 millions de francs CFA. Une donation qui permettra d'améliorer les conditions de travail au sein des départements ministériels. Un geste témoignage tout simplement de la bonne santé de l'amitié entre nos deux pays. Depuis l'établissement des relations sino-maliennes, il y a plus de 50 ans, ces relations ne cessent de renforcer, quelle que soit la situation nationale et internationale. Notre détermination à renforcer la coopération bilatérale n'a pas changé et ne changera pas. Notre volonté de soutenir le développement socio-économique malien n'a pas changé et ne changera pas. Notre amitié sincère n'a pas changé et ne changera pas. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a remercié la partie chinoise. Il n'a toutefois pas oublié de donner des indications pour l'utilisation du reste des matériels estimés à 630 millions de francs CFA. Ce geste hautement symbolique témoigne de l'amitié qui est et qui restera et qui ne changera pas, tel qu'a dit M. l'ambassadeur, existant entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République populaire de Chine, mais surtout entre les deux peuples de ces deux pays. Pour le reste du don estimé à 9 millions de yuan, je vous saurai gré d'investir une partie de cette somme dans l'achat de matériel informatique et de bureaux en raison du besoin pressant de plusieurs structures de l'administration malienne. A noter que cette donation vient s'ajouter aux 2 minibus, 5 voitures berlines, 30 ordinateurs, 15 imprimantes de grande capacité, dont réceptionnées le 12 février 2012. Et notez que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Thiéman Hubert Coulibaly, a quitté Bamako ce lundi 11 février. Il ira à N'Djamena, à Paris et à Malabo. Au Tchad, le ministre Thiéman Coulibaly prendra part aux sessions extraordinaires des instances de la communauté des États sahélo-sahariens SENSAD consacrées à l'examen et l'adoption de la charte révisée de la SENSAD ainsi qu'aux questions de sécurité dans l'espace SENSAD. À Paris, il participera à la journée de solidarité avec le Mali organisée par l'UNESCO le 18 février et à Malabo, il conduira la délégation malienne au 3e sommet du Forum de coopération Amérique du Sud-Afrique qui aura lieu du 20 au 23 février 2013.
Allons à présent à Tombouctou, où les habitants sont heureux de retrouver leur liberté sans pour autant oublier les atrocités dont ils ont été victimes. Ils ont tenu à remercier leurs libérateurs, les soldats maliens, africains et français. Avec leurs frères de la commune de Alafia, ils leur ont offert une vingtaine de bœufs, un geste bien apprécié par le colonel Kébar Sangaré, chef des opérations militaires de Tombouctou, qui le qualifie de hautement patriotique. Envoyé spécial à Tombouctou, Adama Djimde et Chérif Moulaye. L'association des commerçants détaillants de Tombouctou, regroupée au sein d'une organisation dénommée Amis de François Hollande, vient de remettre 6 bœufs aux armées maliennes et françaises. Par ce geste, cette structure félicite et encourage les soldats dans leurs efforts de reconquête de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, si on ne fait pas ça, on va devenir ingrat pour notre armée malienne. Et l'armée française aussi, aujourd'hui, on doit montrer que vraiment nous sommes contents d'eux. Dans la commune de Alafia, le commandement militaire a été accueilli en héros. Le conseil communal, dans sa logique de contribution à l'effort de guerre, a offert une quinzaine de taureaux aux 2 armées. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à l'armée française, à l'appui de l'armée malienne, nous avons pu recouvrer notre liberté. Le geste que vous venez de faire a une très grande signification. Un peuple qui est resté dans l'obscurité pendant 8 mois, avec toutes les difficultés, si vous arrivez à nous offrir quelque chose, les mots me manquent pour vous dire merci. Cette armée, c'est une armée nationale au service du peuple et elle restera au service du peuple. Merci. Ces troupeaux de bœufs offerts par les populations aux armées françaises et maliennes sont la manifestation de leur reconnaissance aux libérateurs. Le colonel Sangaré a invité les populations à éviter tout amalgame et à signaler aux forces de sécurité tout cas suspect. Et les contributions à l'effort de guerre se poursuivent. Le vice-président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, notre compatriote Bassari Touré, est à Bamako. Il a eu aujourd'hui une séance de travail avec le ministre de l'économie et des finances. Les 2 parties ont fait le point de la coopération qui unit le Mali et la BOAD. À ce jour, les contributions de cette banque à l'effort de guerre s'élèvent à 100 millions de francs CFA. Par ailleurs, le vice-président de la BOAD a remis au ministre de l'économie la somme de 7 550 000 francs CFA représentant la contribution à l'effort de guerre de la diaspora intellectuelle résidant au Togo. Le Mali célèbre le 12 février de chaque année la journée des enfants soldats, protégeant nos enfants de la guerre. C'est le thème de cette édition. Des informations récentes attestent qu'il y a dans le monde près de 250 000 enfants soldats. Au Mali, si leur effectif reste encore non déterminé, l'existence de phénomènes ne fait plus aucun doute. À l'occasion de cette journée, le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a tenu à adresser un message, des propos recueillis par Rachel Tessougui. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 12 février 2013 la journée internationale des enfants soldats. Cette journée marque le 11e anniversaire du protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant concernant l'implication des enfants dans les conflits armés. Cette journée, qui sera célébrée pour la toute première fois par notre pays, a retenu le thème « Protégeons nos enfants de la guerre ». En effet, le nord de notre pays connaît depuis janvier 2012 une situation d'occupation de la part des groupes armés qui terrorisent les populations. Les premières victimes sont les enfants et les femmes. Ils ont été contraints à l'exode. Ceux qui n'ont pu malheureusement quitter sont quotidiennement soumis aux sévices de toutes sortes des bandits armés. Je voudrais en ces instants particulièrement difficiles avoir une pensée pieuse pour toutes les familles éprouvées par la guerre au nord du Mali. Il me plaît enfin de vous réaffirmer la ferme volonté des autorités du Mali de faire de la lutte contre l'enrôlement des enfants soldats
l'un de ses combats prioritaires en matière de droits de l'homme. Bonne fête à tous les enfants du monde et un retour rapide de la paix partout où il y a des foyers de tension et particulièrement au nord du Mali. Nous célébrons donc demain 12 février la journée des enfants soldats. Hors de nos frontières, la nouvelle a fait le tour du monde en quelques secondes ce matin. Le pape Benoît XVI, qui avait succédé à Jean-Paul II le 19 avril 2005, a annoncé sa démission pour le 28 février prochain à 20h. Une démission rarissime dans le monde catholique. Benoît XVI estime que ses forces et son âge, qui est de 85 ans, sont incompatibles avec ses fonctions. Retour ici sur son parcours. C'est à Rome lundi devant les cardinaux que le pape Benoît XVI a annoncé sa démission à partir du 28 février. Un fait sans précédent dans l'histoire moderne de l'Église catholique. Le souverain pontife invoque son âge, 85 ans, et ses forces déclinantes. Dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de Saint-Pierre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire. Vigueur qui ces derniers mois s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. À partir du 28 février 20h commencera donc la période dite du siège vacant. Les cardinaux réunis en conclave devraient désigner un successeur pour Pâques, soit le 31 mars. Quant au Saint-Père qui ne participera pas au conclave, il devrait se retirer dans un monastère du Vatican pour mener une vie de prière. Pendant 8 ans, Benoît XVI, d'origine bavaroise, aura été le chef spirituel d'un peu moins d'1,2 milliard catholiques à travers le monde. Durant son pontificat, il aura dû faire face aux révélations en cascade de pédophilie dans le clergé, la crise la plus profonde de l'Église contemporaine. Prenant la tolérance zéro, il demandera explicitement pardon aux victimes en juin 2010. 2 ans plus tard, le souverain pontife sera confronté à un autre scandale de fuite confidentielle à l'intérieur du Vatican qui a conduit à la condamnation de son propre majordome. Tout aussi inflexible que son prédécesseur Jean-Paul II, Benoît XVI sera cependant le premier pape à admettre l'utilisation du préservatif dans des cas très limités pour éviter la propagation du sida. Il poursuit également le dialogue interreligieux, multipliant les gestes de respect avec les juifs et les musulmans. Avec l'islam, le dialogue est parfois difficile, même s'il lance plusieurs appels pour la coexistence des 2 religions monothéistes. Et tout de suite, la réaction de l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, suite à l'annonce de la démission du pape Benoît XVI aujourd'hui. Écoutons-le au micro de notre reporter Laurent Diakité. Cette démission du pape, c'est une première de notre génération. Mais dans l'histoire de l'Église, on nous dit qu'il y a déjà eu un pape qui a démissionné, c'était le pape Grégoire XII, c'était en 1415, donc il y a très longtemps. Cette démission, je crois que l'Église l'accepte quand la personne affectée à ce ministère sent qu'il n'a plus la capacité physique, et intellectuelle et morale d'exercer ce ministère. En tout cas, il peut présenter sa démission. Et en ce moment-là, les cardinaux chargés de lire un nouveau pape se rassemblent et dans les 18 jours qui suivent, parce que sa démission ne sera effective qu'à partir du 28 février. Il a annoncé aujourd'hui, mais c'est seulement à la fin du mois, le 28 février 2013 à 20h, donc lui-même, le siège du Vatican, le siège du pape sera vacant. Et en ce moment-là, le mécanisme du choix de son remplaçant est lancé. Les cardinaux électeurs vont se retrouver et ils ont 18 jours, en tout cas, pour choisir un nouveau pape. Le texte prévoit la démission du pape. La preuve, celui-ci, il l'a fait et il n'y a pas eu de problème. On l'a accepté. Les raisons qu'il a avancées sont des raisons valables. Je tiens à les relire encore. Il dit, c'est quoi? Annoncer la vigueur, la tâche qui lui est accomplie, donc requiert la vigueur du corps et de l'esprit, que cela est nécessaire, même si c'est une tâche spirituelle. Mais il s'est dit maintenant, ces derniers mois, c'est amoindri à moi de telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. C'est-à-dire qu'il ne se sent plus ni physiquement
capable de faire face à ce ministère et je trouve que c'est honnête de présenter sa démission. Ce que nous espérons, c'est un pape. Maintenant, que le choix porte sur un Africain ou pas, ça c'est le choix de Dieu. Mais je tiens à dire que dans l'histoire, il y a eu des papes africains. Au titre de l'Église, il y a eu des papes africains, au moins 2 papes africains. Maintenant, il y a des cardinaux africains aujourd'hui qui sont dans la curie romaine. Ils sont au moins une vingtaine. Et si l'Esprit Saint, c'est la volonté de Dieu, pourquoi le choix ne se porterait-il pas sur un évêque origine de l'Afrique? Mais pour nous, c'est pas le problème. L'essentiel n'est pas de ce côté. C'est que le Seigneur nous donne un homme selon son cœur qui puisse guider son Église, surtout aujourd'hui, avec toutes les questions brûlantes d'actualité. Que l'Église soit en phase avec le monde d'aujourd'hui. Le message est toujours le même. La manière de le transmettre pour qu'elle soit acceptée, justement, c'est ça qui doit évoluer. C'est ça qu'on appelle la nouvelle évangélisation. Voilà, à l'instant, l'archevêque de Bamako qui réagissait à l'annonce de la démission du pape Benoît XVI aujourd'hui. Rien ne s'oppose désormais à la construction de l'usine de raffinage de l'or au Mali. Le site est identifié et il se trouve dans la zone aéroportuaire. C'est une parcelle de 7 hectares qui a été octroyée au ministère des Mines par le département des Transports. La signature de la convention consacrant l'affectation de la parcelle a eu lieu cet après-midi. La première pierre devrait être posée début mars. Reportage de Mohamed Diarra. Une multitude de signatures pour booster la production aurifère au Mali. Un acte par lequel le ministère de l'Équipement et des Transports, à travers les aéroports du Mali, met à la disposition du ministère des Mines une parcelle de 7 hectares. Ce terrain qui se situe dans la zone aéroportuaire servira à la construction de l'usine de raffinage de l'or. Car ça va permettre vraiment maintenant de lancer les opérations de construction pour les mener à terme dans les meilleurs délais. La totalité des travaux vont commencer entre 15 à 30 jours à dater d'aujourd'hui. Le site retenu prendra en compte les impacts environnementaux comme le rassure le président de la Chambre des mines. Les partenaires ont pris soin de mener des études d'impact environnemental. Vous savez que l'aéroport est un espace très sensible. Donc ils n'ont ménagé aucun effort pour procéder à toutes les études d'impact environnemental afin que vraiment le projet soit sécurisé et que, évidemment, les personnes et les biens qui font les va-et-vient au niveau également de l'aéroport soient sécurisés. L'usine qui devra être opérationnelle début 2014 contribuera à améliorer la position du Mali. Cette raffinerie nous permettra de bien asseoir cette position de 3e producteur continental. Il y a aussi les quantités d'or du Mali qui sortent, au moins on saura la quantité d'or qui va sortir du Mali. Le ministre Abdoulaye Koumaré a insisté sur le respect des clauses du contrat. La société en charge de la construction de l'usine lui a promis de respecter les délais. Le respect des délais qui est souvent à l'origine d'incompréhension entre l'État et les entreprises. MP22, mouvement populaire du 22 mars, a animé ce jour une conférence de presse. C'était pour échanger avec les journalistes sur les derniers développements de la crise au Mali. Les responsables sont contre l'organisation d'élections avant la libération totale du territoire et rejettent toute négociation avec le MNLA qui, pour eux, doit être désarmé et traité de la même façon que les autres groupes terroristes. Pour MP22, la priorité numéro 1 reste et demeure la restauration de l'unité territoriale du Mali. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, a tenu la 20e session de son conseil d'administration. Les administrateurs vont valider et adopter le budget 2013 estimé à 8 milliards de francs CFA, examiner les réalisations et faire des propositions de projets. Fatoumata Kone. Courant 2012, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FAFPA, a vu la quasi-totalité de ses projets inachevés à cause de la crise. La structure n'a pu décaisser que 48% du budget qui lui avait été attribué. Un budget qui était estimé à près de 7 milliards et demi. Autre contrainte non des moindres, le non-respect du calendrier de la formation des femmes déplacées des régions du Nord. Pour donner un nouvel élan à la structure, au cours de cette session, les administrateurs demandent de revoir le budget à la hausse.
On a une augmentation d'à peu près 12% du budget par rapport à 2012. Et ceci s'explique par le fait qu'au niveau de la taxe de formation professionnelle, qui représente quand même 50% à peu près de notre budget, il y a eu plus de recouvrement au niveau des services des impôts. Donc le montant annoncé déjà pour la période de 2013 fait 4 milliards et quelques. Après la reconquête des régions septentrionales, place à la reconstruction du pays. Pour ce faire, le FAPA entend s'impliquer tout en adoptant une nouvelle politique. Pour 2013, les grands projets s'institueront autour des projets de développement. On va former pour le développement de la région. Et ça nécessite l'implication de tous les acteurs qui interviennent dans la région. Tout projet de formation qui n'intègre pas beaucoup d'acteurs ne serait pas priorisé par rapport à un projet qui intègre tous les secteurs d'activité ou un projet qui intègre tous les acteurs qui sont dans la zone pour un développement socio-économique de la région. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPA a pour mission l'amélioration du niveau de qualification de la main-d'œuvre afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, a bouclé ce matin une série de visites de travail. Dans chacune des structures visitées, le ministre a eu des échanges de vues avec le personnel. Au menu des discussions, on peut noter les conditions de travail, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de leurs missions respectives, les perspectives d'avenir des différents services visités. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement vient d'achever ce week-end une visite de prise de contact sur le terrain. Ousmane Agrissa était dans les mines de Siama et de Morila. C'était pour s'enquérir des dispositions prises par les opérateurs miniers de la région de Sikasso pour protéger l'environnement. Idrissa Goulou Sissoko. La première mine à accueillir le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a été la mine d'or de Siama. Après la visite des installations techniques, au cours d'une rencontre avec les responsables de la mine, le ministre a été informé sur les activités de la mine. Il ressort que la mine procède périodiquement au prélèvement de la qualité de l'eau et de l'air dans les villages autour de la mine. L'opérateur minier Resolute participe aussi au développement communautaire par la construction d'écoles, de centres de santé, entre autres. En Morila, même scénario, visite des installations, rencontre avec les responsables. Dans le cadre de la protection de l'environnement, cette société est certifiée ISO 14001 depuis 2006. Je suis très satisfait. Nous allons faire le tour des autres mines. Je pense qu'à l'issue de cela, nous allons faire une synthèse de notre action et faire des propositions concrètes pour qu'à l'avenir, vraiment la collaboration entre notre département et ces sociétés soit la plus positive possible, la plus constructive au bénéfice de tous. J'ai noté quand même qu'au niveau du programme de développement communautaire, l'assainissement, je le dis, l'environnement de façon générale, le reboisement, au niveau des communautés, n'est pas tout à fait pris en compte. Dans le cadre de la perspective de la fermeture de Morila, les responsables veulent développer l'agro-business, pêche, élevage, agriculture, en vue de permettre aux ex-travailleurs de la mine de mener des activités génératrices de revenus. La rencontre avec les populations de Sanso a tourné autour de l'assainissement du village où le ministre a demandé l'implication des populations et des autorités locales. Nous restons à Sikasso. La mise en œuvre du schéma directeur régional de la formation professionnelle technique et de l'emploi est sur la bonne voie en 3e région. Le constat a été fait par le ministre en charge des questions d'emploi, Diallo Dedia Mahaman Katra, qui vient de boucler une visite de terrain dans la région de Sikasso par les cercles de Yanfolila et de Bougouni. Sekou Konati. Les cercles de Yanfolila et de Bougouni ont constitué la dernière étape de la visite de terrain de 3 jours que la ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle vient d'effectuer dans la région de Sikasso. À Bougouni comme à Yanfolila, la délégation ministérielle a pu voir de près les efforts consentis en matière de formation, notamment à travers les centres professionnels d'apprentissage des métiers. Des centres réalisés avec l'appui de Borne Fonden et qui forment en construction métallique, coupe et couture à Yanfolila, électricité et agroalimentaire à Bougouni. Je tire que la région de Sikasso suit parfaitement le schéma directeur
ils sont impliqués dans la réalisation de ce schéma. Nous-mêmes, nous sommes venus pour les accompagner et voir là où il y a des défaillances pour pouvoir prendre compte de ces défaillances et puis les appuyer toujours dans le développement de ce qu'ils sont en train de faire. Si la satisfaction est de mise du côté des centres visités, les plateformes fruitières réalisées par la pêche à Bougounea et en Folila et qui ont aussi reçu la ministre connaissent de nos jours d'énormes difficultés. Des difficultés qui ont pour nom accès au financement, accès au marché européen et bien d'autres. À toutes ces préoccupations, la ministre entend, avec l'ensemble des acteurs, trouver des solutions rapides pour sauver ces biens précieux pour le grand bonheur des populations et des producteurs. Une visite somme toute enrichissante et pleine d'espoir. Qui parle de formation et d'emploi parle d'un problème très sensible et le gouvernement y attache un intérêt particulier. Des bénédictions pour le Mali ont été formulées lors des visites aux notabilités. Retour à Bamako avec la prestation de serment au tribunal de première instance de la commune 4. Ils sont 5 nouveaux assistants vérificateurs à prêter serment devant le président Toubaï Koné. Le banc du ministère public était occupé par Idrissa Touré. Les 5 ont juré de remplir leurs fonctions avec honnêteté, impartialité et objectivité. Auparavant, le président, après avoir procédé à la vérification de leur identité, les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Prestation de serment donc ce matin au tribunal de première instance de la commune 4. 5 nouveaux assistants vérificateurs ont donc juré de servir la justice malienne. Un forum a été organisé hier à Kenyeroba, commune rurale de Bankoumana. Le forum s'intéressait au devenir du fleuve Niger, son exploitation, ses impacts. Le forum fait suite à l'inauguration du projet d'aménagement d'un site d'extraction de gravier et de sable au profit des populations de la commune. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux à Bankoumana, Fademba Keita et Toumani Diabaté. Les débats sur le devenir du fleuve Niger constituent une réponse à l'extraction prolongée de gravier et de sable du lieu de ce fleuve. Il s'agit pour les conférenciers des directions nationales de l'hydraulique, de la géologie et des mines d'expliquer aux participants les types d'extraction et leurs conséquences sur la vie du Djoliba. Selon eux, environ 20 000 personnes seraient impliquées dans la filière gravier et sable, réparties entre 60 sites. Carrière, ils sont de 2 groupes. Ce qui est exploité artisanalement et ce qui est exploité industriellement. Donc l'artisanal n'est autre chose que quand l'exploitation ne dépasse pas les 10 000 mètres cubes. Le forum intervient après la mise à la disposition des populations de Kenyeroba d'une piste d'1 km 300 reliant le village au fleuve et d'une coopérative chargée de la gestion de l'extraction de gravier et de sable. Un projet d'aménagement qui a coûté aux initiateurs environ 40 millions de francs CFA. Il y a une piste, donc ils peuvent partir directement. Donc ça va nous permettre un peu de désenclaver la base nautique et puis les activités touristiques aussi vont bien se passer. Au niveau de Kenyeroba aussi, ça peut. C'est un projet qui implique des acteurs, comme je le dirais, de la diaspora, notamment l'ARBE basée en Espagne. Alors, ce qui implique également des associations qui sont de la collectivité même de Kenyeroba et le projet d'appui au co-développement qui, à travers l'Union européenne, a pu y mettre environ 30 millions de francs CFA au titre de cofinancement pour ce projet. Le projet est le fruit d'une conjugaison d'efforts entre la cellule d'appui du co-développement, l'association Karamba Touré, l'Amicale des jeunes pour le développement de Finadougou et l'association des résidents de Bankoumana en Espagne. On a mis en place une coopérative. C'est cette coopérative qui va gérer en fait les infrastructures, la piste aussi bien que la base de vie où les ressources seront stockées et ensuite évacuées sur Bamako. Même si le nouveau site participe à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, une attention toute particulière doit être accordée à la survie du fleuve.
Sport, football ou plutôt retour des aigles. La Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud est terminée. Les délégations regagnent leurs pays respectifs. Les aigles du Mali, médaillés de bronze, sont arrivés ce matin au Bercail. Les membres du gouvernement étaient à l'accueil à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Siragatou Cissé y était aussi. Voici son reportage. Aéroport international de Bamako-Sénou. Il est 9h53 ce lundi 11 février 2013. Le ciel est dégagé et la température affiche 28 degrés. La compagnie Ethiopian Airlines transportant les aigles du Mali de retour de Johannesburg en Afrique du Sud se pose sur le tarmac. Les médaillés de bronze de la CAN 2013 et la délégation officielle descendent les uns après les autres, sourire aux lèvres. À l'accueil, plusieurs membres du gouvernement ainsi que les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique et sportif du Mali et de la Fédération malienne de football. Tous sont venus encourager, féliciter et remercier les aigles et leur encadrement pour la moisson récoltée. On est déjà satisfait de retourner à Bamako, voir toute la famille et toute la population malienne qui nous attend. On est content au moins de ramener une médaille, même si on avait espéré mieux. On est vraiment très content de revenir au pays, surtout avec une médaille de bronze qu'on a été chercher vraiment très loin parce que c'était vraiment difficile. Donc on est vraiment très content pour le peuple malien. À la Fédération malienne de football, l'on est fier de la prestation d'ensemble du groupe. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on était parti à la Coupe d'Afrique pour être le champion. Être troisième, c'est une bonne chose parce que effectivement, ça montre que le football malien se porte bien. L'heure est au bilan. Les aigles du Mali prendront bientôt le chemin des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 en mars prochain à la faveur de la 3e journée face au Rwanda à Kigali. Et suite au parcours de nos aigles à la CAN 2013, nous avons reçu des messages de félicitations à notre rédaction. Ainsi, l'Union des jeunes du RPM, le mouvement des jeunes de l'URD, le parti Yelema et le SNAS FASO-RE, tous félicitent les aigles et encouragent l'encadrement technique et administratif ainsi que les supporters à persévérer dans la voie de l'effort continu. Encore une fois, bravo à nos aigles. Nous ouvrons notre chronique santé qui nous parle du glaucome, une infection grave du nerf optique qui peut conduire à la cécité. Le glaucome est considéré comme une maladie insidieuse qui se manifeste ou qui se détecte plutôt par hasard puisqu'elle se développe sans signe particulier. Focus Santé, c'est une réalisation de Tchessira Emmanuel Doméli. Le glaucome est une atteinte du nerf optique reliant l'œil au système nerveux. Dans le monde, plus de 60 millions de personnes souffrent de cette maladie qui peut conduire à la cécité si rien n'est fait, alors que 6 autres millions de personnes ont déjà perdu la vue. Évoquant les différents types de cette maladie, les spécialistes parlent de glaucome congénital chez le nourrisson, de glaucome juvénile à partir de 15-16 ans et de glaucome à grand angle plus rencontré chez les plus de 30 ans. C'est un glaucome qui ne donne pas de signes particuliers. C'est-à-dire le malade, il ne viendra pas se plaindre qu'il ne voit pas, il ne se plaindra pas qu'il y a des douleurs, il ne se plaindra pas que les yeux le grattent. Et donc, c'est quelqu'un qui peut venir comme ça en consultation pour des petits signes ou quelqu'un qui vient en consultation de façon pour un examen ordinaire, une visite d'embauche pour une prescription de lunettes à partir de 40 ans. Et là, le médecin, si il prend soin d'examiner le nerf optique, de prendre la tension de l'œil, alors il peut poser effectivement le diagnostic de glaucome. Donc c'est un glaucome de diagnostic tout à fait fortuit, donc qui ne donne pas de manifestation qui peut pousser le malade à consulter. Une personne peut vivre avec un glaucome pendant plus de 15 ans sans le savoir. L'affection ne provoquant pas de douleur est très souvent découverte par hasard. Il y a beaucoup de mystères autour de la cause du glaucome. Mais une chose est sûre, et il y a l'unanimité pratiquement autour de l'hérédité du glaucome. Alors, on va me demander, alors, et ceux qui ont le glaucome, les arrière-grands-parents, comment ils ont fait pour avoir le glaucome? Alors ça, pour l'instant, il n'y a pas de... c'est pas élucidé. Mais on sait quand même que quelqu'un qui a le glaucome
Alors ces enfants ont plus de risques de développer le glaucome que les enfants d'autres parents qui n'ont pas de glaucome. La tension de l'œil n'est plus un signe du glaucome. C'est-à-dire quelqu'un qui a une tension de l'œil anormalement élevée n'a pas forcément de glaucome. La tension de l'œil est un facteur de risque. C'est-à-dire quand on a la tension de l'œil qui est élevée, on a plus de risques d'évoluer vers le glaucome qu'une autre personne qui n'a pas de tension de l'œil. Au Mali, en 2010, une deuxième étude à Bamako a confirmé les résultats d'une première qui estimait à 4% la prévalence du glaucome qui se traite malgré tout. Contrairement aux idées reçues, le glaucome se traite. Et il se traite même très bien. Mais c'est une maladie qu'il faut traiter à vie. C'est-à-dire, on ne vient pas prendre les médicaments pour qu'au bout d'une semaine ou 2 semaines, la maladie disparaisse totalement. Non. Alors c'est comme l'hypertension artérielle, c'est comme le diabète. Alors donc il faut une relation assez privilégiée entre le patient et son ophtalmologiste. Alors le traitement, il s'est fait de plusieurs façons. Une fois que le diagnostic est posé, d'abord il y a les médicaments qu'on va prescrire aux patients, les gouttes. Alors les gouttes, il y en a de plusieurs sortes aussi. On ne va pas rentrer dans ces détails. Alors si ces gouttes ne parviennent pas à stabiliser la maladie, on peut faire recours au traitement au laser. Alors, si le laser ne parvient pas aussi à régler le problème, il faut opérer la personne. Au Mali, le glaucome peut être diagnostiqué partout où il y a un ophtalmologiste, mais la mesure du champ visuel, qui est un examen déterminant dans le diagnostic, ne se fait qu'à l'iota. Ce journal se referme. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur l'ORTM avec 2 rendez-vous à retenir. La ligne de front avec ce soir une présentation de Abbas Fambogouri Traoré. Et le journal des formations, c'est avec Nyanya Eliou Traoré. Et n'oubliez pas que l'information continue sur notre antenne et sur notre site www.ortm.ml. Demain, 10h-13h, Amadou Sankaré. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans les éditions du soir. Merci et bonsoir.